When the moon is full, the beast must die. Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Alors, retour dans les années 70, on est en 1974, on revient sur le thème du loup-garou. Le film s'appelle The Beast Must Die, la bête doit mourir, et il est réalisé par... Un illustre inconnu, si on peut dire, Paul Annett, qui a surtout fait des téléfilms et des séries télé britanniques. Et qui là, pour un film de cinéma qui n'est jamais sorti en salle en France, il y a eu un titre vidéo, La bête doit mourir. Ouais. Oui, mais il n'est pas sorti en salle, se débrouille, même si c'est une mise en scène, je dirais, qui fait vraiment penser à un téléfilm. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le film, je sais pas, moi en le regardant, j'avais l'impression de voir un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir. Il y a un côté réalisation télé avec du dynamisme, enfin, et tout le côté que peut avoir de bon une réalisation télé. Oui, absolument. Et d'ailleurs, Chapeau melon et bottes de cuir, les réalisations, c'était des réalisateurs, eux, venus du cinéma, Don Sharp, Roy Baker, très soignés. C'est le cas aussi pour ce film, au concept et au scénario très original. Oui, alors l'histoire, effectivement, c'est on ne peut plus original, puisqu'il s'agit d'un milliardaire, qui fait venir chez lui une dizaine d'invités. Et dès qu'ils arrivent, il leur dit, écoutez, voilà, je sais que l'un d'entre vous est un loup-garou. Et en fait, je vous ai invité parce que je suis un chasseur. Et dès que le loup-garou, parce que c'est un week-end de pleine lune, dès que le loup-garou sortira de sa tanière, je le tuerai. Bon, ça commence bien. Et comme tu l'as raconté, l'originalité, c'est que ce film mélange adroitement une thématique à la Agatha Christie, les diptyques indiens. On n'a plus le droit de dire diptyques nègres. Oui. Donc diptyques indiens à la thématique du film, disons, d'horreur. Même si là, c'est pas vraiment un film d'horreur. Mais enfin bon. Et ça, c'est très original, puisque dans diptyques indiens, c'est la même chose, on invite quelqu'un, on invite des gens, et puis ils disparaissent tous petit à petit. Et ça, c'est une réussite. Oui, alors ça, c'est une réussite, et d'ailleurs, au bout de, 30 secondes ou une minute de film, il y a une voix off qui vient nous dire, participez au jeu, trouvez le loup-garou. Ok, super. One of these 8 people is a werewolf. Can you guess which one? Alors ça, c'est génial. C'est génial, mais c'est très casse-cou. Ça passe très bien au théâtre. Robert Hossein, le regretté Robert Hossein l'a fait. Il avait fait notamment une pièce où tous les soirs, les spectateurs étaient les jurés. Et donc, le verdict changeait. Théâtre, ça passe. Cinéma, c'est plus casse-cou. Oui, avoir ce côté comme ça, tout d'un coup on sort du film et on prend à partie le spectateur, c'est vrai que c'est quand même osé, quoi. Bon, là en l'occurrence, c'est pas ça qui est vraiment gênant. Non, moi je trouve que justement, c'est peut-être ce côté réalisation télé qui fait qu'on a l'impression d'assister plus à un divertissement que vraiment un film de cinéma avec un grand C. Par contre, là où il y a quand même un gros problème, et alors là je comprends pas, faire participer le spectateur, très bonne idée, mais donnez-lui des indices. Parce que sans indices, comment on va trouver le coupable, nous? Eh bien, les indices, il n'y en a pratiquement pas. Mais non. Et ce qui fait qu'à la fin, une fois qu'on apprend qui est le coupable, ça fait pshht. Parce qu'on pouvait pas le deviner. Donc désolé, mais ok, on nous dit le coupable c'est lui. Le coupable c'est lui, mais on n'a pas pu jouer. Non. Donc c'est un peu un pétard mouillé. Ouais, c'est un pétard mouillé. Alors, il en reste que c'est un film qui a des qualités indéniables. Oui. D'ailleurs, justement, pour trouver le coupable, le milliardaire, il a mis des caméras partout. Il a carrément une forêt privée. Il a mis des micros sous la terre. Il a mis des caméras dans les arbres. Il a truffé sa maison de caméras dans toutes les chambres à coucher. Partout, il y a des caméras. Et il y a une salle avec un agent de sécurité qui dirige tout ça. Ça, moi, j'adore. C'est jouissif. Et le milliardaire, il est noir. Alors ça aussi, c'est très très bonne surprise pour une fois, c'est le noir qui tire les baguettes. Très très bonne surprise. Donc c'est d'ailleurs le noir avec sa femme, c'est eux qui reçoivent les invités. Alors, on va parler du casting. Le casting n'est pas piqué des hannetons. Non, je dirais même que c'est un casting 3 étoiles, avec notamment 3 acteurs typiques du genre et que les amateurs adorent. Bon, le plus connu, c'est Peter Cushing. C'est pas n'importe qui, Peter Cushing, l'homme avec Christopher Lee de la Hammer, qui a été Van Helsing, le pourchasseur de Dracula, qui a été le baron Frankenstein, qui a joué dans bon nombre de films, la Gorgone aussi, qui est très bien ici, même s'il n'a pas grand-chose à faire.
Mais non, mais c'est ce que j'allais dire, quoi. Le fait qu'on soit tout le temps avec le milliardaire, ça fait que tu vas nous parler encore un petit peu du casting, parce qu'il y a une brochette d'acteurs extraordinaires, mais ils n'ont pas le temps de s'exprimer, quoi. On est tout le temps avec ce milliardaire, quoi. Donc les autres, ils sont là pour sortir 3 phrases à un repas et basta. Voilà, c'est la même chose pour Charles Gray, excellent acteur aussi, qu'on a vu dans Les Vierges de Satan. C'était lui le méchant, le chef de la secte. Le chef de la secte. Et le remarquable Anton Diffring, peut-être le moins connu, enfin les amateurs le connaissent, Anton Diffring, qui a énormément joué de nazi. Alors militaire ou non, il a d'ailleurs un physique qui convenait parfaitement à ce type de rôle, et il s'est surtout fait connaître en 1960 par un film Le Cirque des Horreurs, que je recommande, qu'on fera peut-être une fois, où il interprète un chirurgien esthétique, poursuivi évidemment parce qu'il c'est pas un bon chirurgien. On s'en doute. Voilà, oui. Et donc il va se réfugier, si on peut dire, dans un cirque. Il va tuer le directeur du cirque et diriger le cirque tout en continuant ses macabres expériences. Excellente interprétation. Il fera énormément de films avec des seconds rôles. Il est dans Les Héros de Télémark, dans À nous la victoire aussi, où il fait un speaker. Tu sais, un film avec Pelé. Qui est assez original, de John Huston. Bon, il est en général détesté par les Hustoniens. Et il finira sa carrière en médecin faisant des expériences de chirurgie chez Jess Franco dans Les Prédateurs de la nuit. D'accord. Donc, un acteur très, très, très intéressant. Bah oui, donc voilà, c'est dommage. On a une brochette de comédiens qui sont vraiment... Alors, ils auraient pu nous sortir, ils auraient pu vraiment laisser libre cours à leur talent. Et là, finalement, on le voit pas, leur talent, parce que, comme dit, ils sortent 3 phrases et basta. Oui. Donc ça, c'est déjà un premier bémol. Bon, les bémols commencent à s'accumuler. Il y en a un autre, d'ailleurs. Alors, celui-là aussi, il est gratiné comme bémol. On est dans un film de loup-garou. On faisait, il y a une semaine, on faisait le loup-garou de Londres, avec la plus belle scène de transformation de loup-garou de l'histoire peut-être du cinéma. Ça n'a jamais égalé, ça. Alors là, la scène de transformation du loup-garou dans The Beast Must Die, je dirais que c'est peut-être la scène la plus comique de transformation, parce qu'en fait, déjà, elle dure 2 secondes, il y a un malheureux effet de morphine à 2 francs, et hop, et qu'est-ce qu'on découvre? Non, on découvre pas un loup-garou. On découvre, allez, on va dire au mieux un loup, mais moi je dirais plutôt un chien-loup. J'ai l'impression que c'est un chien-loup. En fait, tu vois, bon, il ressemble un peu à un loup, ok, d'accord. Ouais. Donc, comme film d'horreur et d'épouvante, ça se pose là. Moi, je le classerais même pas en film d'horreur. Ah, pas du tout, non, malheureusement, pas du tout. Donc, il y a des bons côtés, ça fait un peu, moi, je reviens encore, on dirait un peu une série anglaise, quoi. Très agréable à suivre, un film divertissement. Voilà, c'est un film à voir en famille, c'est sympa. Je vais dire un mot de la musique, si tu veux. Ouais. Un compositeur qui s'appelle Douglas Gamley, décédé en 1998, qui a œuvré, bon, il est moins connu, évidemment, que James Bernard, qui a énormément œuvré dans le fantastique. Il a fait la musique d'un film qui s'appelle Horror Hotel avec Christopher Lee, Asylum. Il se débrouille bien. Ouais, c'est débrouille bien. La musique, c'est jazzy, un peu très marqué années 70. Donc, encore une fois, on est toujours dans le ton série télé anglaise. C'est ça, oui. Il y a un peu de violon pour donner un peu de tension, donc la musique est sympa, mais elle donne vraiment ce côté divertissement. Donc on n'est pas du tout dans le film d'horreur et d'épouvante, alors que finalement le scénario, c'est un scénario de film d'horreur et d'épouvante, puisque il y a quand même des meurtres à tire-larigot, et c'est des loups-garous, c'est un loup-garou, donc voilà. Donc le film est original, pour le coup il est original. Oui, c'est l'époque où justement les auteurs de, disons, films d'horreur, entre guillemets, voulaient se renouveler. C'est l'époque où on a eu les Dracula contemporains. Ouais. Dracula 73, Dracula vit toujours à Londres, avec nos 2 compères, Christopher Lee et Peter Cushing. Bon, des films diversement appréciés. Certains les apprécient, d'autres non. Bon, on peut le dire, Charles, c'est pas les meilleurs. Non, malheureusement. Il reste une ambiance à la Hammer. L'ambiance à la Hammer, c'est toujours sympa. Mais je préfère quand même quand ça se passe au 19e siècle. Ouais, bien sûr. Donc là, vraiment, pour dire que la réalisation est assez dynamique, il y a un jeu comme ça avec des zooms très, très... Ouais, c'est dynamique, mais on voit que ça a été tourné un peu à la va-vite, parce qu'il n'y a pas d'ellipse, il n'y a pas d'effet de cinéma avec un grand C. On reste dans de la télé sympa, quoi. La photo est correcte? Ouais, la photo, c'est pareil, quoi. C'est pas, on voit qu'il a pas pris du temps pour nous donner des effets de lumière incroyables, mais bon, après. Ça doit être tourné très rapidement. Ouais. C'est le genre de film, téléfilm ou non. Bon, c'est pas un téléfilm, mais ça pourrait l'être, tourné très rapidement. Ouais, c'est un peu l'impression que ça donne, quoi. On sent qu'il y a des gens de talent, que ce soit à la technique ou devant l'écran, ce sont des gens de talent. Après, on fait pas de miracle en 3 semaines, ou je sais pas combien de temps a duré le tournage, mais bon. Donc, film qui est resté inédit, je le répète, parce que c'est intéressant.
C'est rare hein, pour ces films-là, qui est resté inédit en salle. À l'avènement de la VHS, surtout, le film est sorti en vidéo, mais il n'est jamais sorti en salle en France. C'est pour ça qu'on le cite sous son titre original, The Beast Must Die. D'ailleurs, j'en profite pour terminer. On a cette chance extraordinaire aujourd'hui avec Internet de pouvoir voir tous ces films. Donc, dès que je le peux, je mets le lien qui est en dessous du titre. Vous avez le lien pour voir le film. Donc, vraiment, ne vous privez pas, malgré le fait que souvent le film soit dans une version étrangère. C'est rare de le voir en français, mais peu importe. Oui, et je vais dire un mot sur la version anglaise, puisque c'est la seule que j'ai vue. C'est de l'anglais, à mon sens, ici, assez facile à comprendre. Ouais. En général... Il y a des films plus durs à comprendre, pour pas parler de films américains, où certains acteurs... Bon, c'est très compliqué, mais là, c'est assez simple, je dirais. Pas la peine d'avoir étudié les années-lumière de la langue de Shakespeare. Donc, The Beast Must Die. La bête doit mourir. Vous ne mourrez pas de plaisir, mais vous passerez un bon moment. Oui. Au plaisir, justement. À bientôt.